se retrouve aujourd'hui pour parler du colloque de l'Institut Iliade qui aura pour joli thème les libertés au pluriel. Ça vous rappellera quelque chose, chers téléspectateurs. Pensée, parole, action. Et pour cela, mon invité, c'est Romain Petitjean, le directeur de la coordination de l'Institut pour la longue mémoire européenne qui fêtera ses 12 ans, ça y est. Alors, Romain, rentrons dans le vif du sujet de ce colloque. Vous avez rassemblé une quinzaine d'intervenants pour cette grande journée. Pour le spectateur qui n'aurait pas encore pris son billet, qu'est-ce qu'on peut espérer trouver dans cette journée qui ne s'invente pas ailleurs ? Ça ne s'invente pas, c'est le grand opéra européen à Paris qui permet d'approcher de très près la chose intellectuelle, tout simplement. L'Institut Iliade est un think tank qui pense le monde et les grands thèmes d'actualité, le travail l'année dernière, le déclin anthropologique et cette année, les libertés au pluriel, on y reviendra, vous l'avez bien dit, ça nous concerne tous les jours, au quotidien, en tant que peuple, en tant qu'individu, femme, père, fils. C'est un sujet qu'il fallait mettre sur la table, que l'Institut Iliade met sur la table à travers des conférences. Aussi un travail un peu plus approfondi à travers le cahier du pôle études. Pendant un an, on travaille cette thématique. Les gens qui veulent prolonger la réflexion peuvent s'acheter ce cahier de type académique. Et l'Institut Iliade, depuis sa création, donc en 2013, a toujours pensé que un thème pouvait s'exprimer à travers aussi l'esthétique. Donc on ouvre une carte blanche aux artistes qui peuvent illustrer le thème des libertés. On retrouvera dans une exposition leurs œuvres, mais il y a aussi des vidéos, des articles, des respirations artistiques, tous les moyens de faire vivre cette thématique. L'esprit, l'âme et cette année, le corps, parce que le colloque se prolonge cette fois-ci par un bal du soir avec musique et initiation à la danse. À quoi est-ce que ce bal va ressembler ? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que ces danses sont finalement la continuité politique de cette journée pour faire vivre les traditions européennes ? Oui, on peut le dire. En fait, les danses trad se font toujours de façon collective. On danse en cercle, on danse en chaîne. Même quand on danse en couple, c'est un moyen de découvrir de nouveaux partenaires. Il y a des échanges, à penser tout simplement au bal de village. Tout ça n'est pas fini. On peut danser de façon belle, noble, on s'habille bien. Il y a énormément de respect dans les danses, beaucoup de tenue aussi, dans la façon d'inviter son partenaire. On retrouve tout ça. Et de la liberté, il y en a, puisqu'en fait, c'est quand le groupe est souverain, quand le groupe est fort, quand on sent le plancher de danse qui vibre ensemble, on se sent ensemble, et il y a tout simplement la liberté collective de la puissance d'être ensemble qui s'exprime. On retrouve ça dans les danses, tout à fait. Alors, pour convaincre quelqu'un qui serait modérément attiré par la danse de quitter sa soirée Netflix, est-ce que vous avez deux arguments à transmettre pour Il y a une buvette. Il y a une buvette, voilà. Donc, en fait, c'est comme n'importe quelle fête de village. On peut regarder les bons danseurs, on peut s'essayer à des danses, il y aura des initiations dans la journée. C'est relativement accessible, hein, les danses trad. Par quel pied on commence, comment on invite son partenaire, sur quel temps, 4, 8 ans on danse, apprendre à écouter la musique. Ce sont des groupes live qui interpréteront, ça ne sera pas de la musique enregistrée. Ça se fait assez simplement et en fait la seule invitation qu'on peut faire, c'est celui de rentrer dans la danse. Voilà, donc peut-être aussi se dire que s'ébrouer comme certains peuvent le faire en boîte de nuit tout seul, ce n'est pas la panacée et on ne vit pas la danse, on ne vit pas ce moment aussi fortement que celui qu'offrent les baltrades. Voilà. Et plus, effectivement, les gens se mettent sur leur 31, c'est toujours très agréable à voir. Oui. On a vraiment hâte, en tout cas. Alors, la journée alternera, donc on l'aura compris, avec les conférences. Il y aura aussi des récitations poétiques, des danses, des remises de prix, la buvette, vous l'avez mentionné. On a presque l'impression que finalement, cette journée sur le thème des libertés, donc, va pouvoir se vivre en communauté et que c'est une mini-société libre, en fait, ce jour-là. Oui, on peut dire ça. On réunit les Européens debout, ceux qui ne baissent pas les yeux, ceux qui ne mettent pas genoux en terre. Les gens sont contents de se voir, de quitter le monde très anxiogène de la virtualité des réseaux sociaux pour se dire mais
À mes côtés, j'ai des sœurs, des frères qui pensent comme moi que le grand effacement culturel nous met en danger, que le grand remplacement nous met en danger, que le rouleau compresseur de la marchandise nous met en danger. Nous voulons, à l'Institut Iliade, continuer la grande aventure française et européenne, et pour ça, il faut des Français et des Européens. Ça ne se dégrède pas sur les réseaux sociaux. Ils font des gens qui se tiennent droit, qui peuvent faire des rencontres. L'Institut Iliade, si on peut dire, à la fois dans nos formations et dans les colloques, c'est l'endroit où on va rencontrer des bonnes personnes, des gens fiables, avec un code d'honneur, des gens engagés dans la cité. Et il y a effectivement un côté forum, petite communauté qu'on retrouve au colloque, et communauté pas seulement française, puisque nous avons quasiment une quinzaine de nationalités européennes qui viennent au colloque. Déjà, il y a tous nos partenaires, puisque l'Institut Iliade est traduit dans 7 langues différentes. Dans les jours qui précèdent le colloque, nous organisons une formation européenne avec des Irlandais, des Polonais, des Espagnols, des Italiens, et donc tous se retrouveront là. C'est vraiment le cœur battant de l'Europe qui va être là à la Maison de la Chimie le 11 avril. Alors si on revient sur cette thématique des libertés au pluriel, vraiment j'insiste, c'est important. On avait auparavant l'habitude de faire des clivages en France, alors la gauche, la droite, il y avait les conservateurs, les progressistes. Est-ce que finalement on ne découperait pas mieux le monde aujourd'hui en se concentrant sur ceux qui sont pour les libertés et ceux qui s'y opposent et provoquent toujours plus de contrôle et de répression? Alors, je pense pas, non. Je pense que la liberté, effectivement, c'est un principe et qui est insécable. Donc on ne peut pas s'amuser à détricoter. S'il y a de la liberté d'expression, par exemple, qui fait partie de la tradition européenne, depuis voilà, la liberté de la libre parole, disputatio, la controverse, tout ça a permis à l'Europe de se développer. On voit qu'on est un peu en train de perdre ça avec tout un arsenal législatif de censure, de répression de la parole, des idées, des représentations. C'est assez terrible. Donc oui, il y a le fait d'être attaché à la liberté d'expression, c'est se dire que c'est pour tout le monde, mais la liberté, ce n'est pas non plus un absolu, ça doit être contraint, c'est toujours attaché à des réalités concrètes. Donc qu'on soit un territoire, un peuple, une corporation de métier, que sais-je, la liberté, pour la vivre pleinement, il faut qu'elle soit attachée à quelque chose de concret, mais il faut aussi qu'elle soit limitée. Donc ça ne sera pas un plaidoyer libertarien à une liberté absolue. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de liberté, justement comme un absolu, mais à un moment où les réalités des libertés concrètes diminuent. C'est Guillaume Travers qui a très bien démontré dans un petit essai que la société libérale, qui a la liberté comme principe, quasiment un dieu, enfante une société de contrôle, une société de surveillance de tous et de chacun au quotidien. Donc il faut rompre avec cette logique. Les libertés ne sont possibles, elles ne s'exercent, elles se défendent que quand elles sont attachées à des choses concrètes et pas justement quand c'est simplement un espèce de principe philosophique. Alors Thibaut Mercier, l'un des invités que vous avez dévoilé, déjà on peut découvrir le programme au fur et à mesure, notamment sur vos réseaux sociaux. Thibaut Mercier, brillant avocat et auteur d'Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, je vous le rappelle, reviendra lui sur le crépuscule des libertés. Comme c'est un avocat, on peut se poser la question suivante. Est-ce que le droit nous permet réellement d'être plus libres aujourd'hui, alors qu'il est plutôt vécu de façon assez contraignante aujourd'hui ? Alors on est effectivement, le droit est aujourd'hui un des outils de la contrainte au lieu d'être celui de la liberté. Les hommes, qu'est-ce qui fait de nous des hommes ? C'est que nous avons des institutions et le long développement culturel et historique des sociétés permettent d'avoir un code. On ne se fait pas la guerre pour tout et pour rien. On ne gêne pas son voisin. Donc le droit permet de respecter ce code, mais ça fonctionne dans des sociétés homogène, un minimum. Ça fonctionne dans des sociétés qui ont un destin commun, qui ont des aspirations communes. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une société hétérogène, avec trop d'aspirations différentes, des peuples entiers
afro-asiatiques qui se reconstituent, qui n'ont pas les mêmes mœurs que nous, qui n'ont pas le même rapport à la liberté que nous, et le droit perd un peu finalement de sa substance et est confisqué au profit de ces gens qui veulent faire du contrôle et de la surveillance plutôt que le droit soit au service des peuples. Chose que dit parfaitement Mercier et qui va plus loin, il dit le droit doit être au service de la discrimination, qui n'est pas un gros mot. On discrimine pour mieux protéger ce qui est en propre. Alors, les dernières lois les plus liberticides ont été promues récemment sous des prétextes de sécurité. Je repense donc au pass sanitaire pendant la guerre entre gros guillemets, contre le Covid, mais également à l'expérimentation des caméras de vidéosurveillance algorithmique, on dit, c'est-à-dire donc surveillance faciale par intelligence artificielle pendant les JO dernièrement. Est-ce qu'on doit renoncer à notre sécurité pour remettre un peu de la liberté dans notre mode de vie ? Alors, notre sécurité, est-ce qu'elle doit être... Non. Je pense pas. Alors, il y a effectivement eu dans les exemples. Il faudrait mettre plus de caméras, plus de policiers. Non. Renaud Camus le dit très bien. Il est hors de question de sécuriser notre enfer. Donc, il faut au contraire rompre avec les causes profondes de notre malheur, c'est-à-dire de notre déclassement économique, sociologique, spirituel, et non pas créer les conditions d'un contrôle de ce qui reste. Donc voilà, sécuriser l'enfer, je trouve que c'est une très bonne expression. Il faut tout faire pour lutter contre ça. Le Covid, les caméras sont d'excellents moments. On a vu la société, d'ailleurs, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le bord politique, se fracturer entre ceux qui finalement jouaient petit bras et étaient prêts à faire le contrôle de tous. La société libérale, c'est un peu ça, c'est un peu la guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun. Quand on veut avoir un destin collectif, quand on veut avoir un peuple, la surveillance se fait plutôt sur les frontières extérieures que intérieures. On voit bien que plus nos frontières naturelles, spirituelles, anthropologiques s'abaissent, plus on va recréer des frontières à l'intérieur du pays et se surveiller les uns les autres par des fausses élites. Alors, pas de liberté, pas de droit sans devoir, un concept qui n'est pas très à la mode et qui sera peu ou prou la thématique de l'intervention de Jean-Eudes Gana, le prix des libertés politiques. Mais comment est-ce qu'on fait avec tous ces petits groupes d'individus qui réclament tous plus de droits les uns que les autres, alors même qu'il faudrait remettre ces devoirs à l'ordre du jour ? Alors, il y a une espèce de tyrannie des minorités, chacun veut lever son petit drapeau. Ça, c'est assez spectaculaire, mais je pense que dans l'ensemble, les gens en ont quand même soupé. C'est peut-être la fin de ces minorités agissantes. Il y a quelque chose d'un petit peu plus dangereux et plus larvé dans ce que sont les libertés individuelles. C'est la liberté de se déplacer quand on veut, partout où on veut sur la planète. De la même façon, pouvoir acheter n'importe quoi, n'importe quand, très rapidement, sans imaginer les conséquences, le prix social, économique, anthropologique que ça a sur la société. Donc, c'est un petit peu comme les abattoirs. Les gens sont choqués par la chasse, mais pas par la nourriture industrielle, parce que l'abattage industriel des animaux est bien loin de ce que l'on voit, de ce que l'on peut voir. Et donc, on est un petit peu sur le même principe. Toutes ces petites libertés individuelles de consommateurs, de l'homme consommateur, se font au détriment des libertés collectives et donc politiques. C'est ce que va montrer Jean-Eudes Gana. Alors, l'Institut Iliade se réclame d'une certaine aristocratie de l'esprit. Est-ce que c'est une formule qui est viable, étant donné le nivellement par le bas de la société ? Je pense aux écoles, au marché, au droit, enfin, à toute forme de choses qui nous gouvernent. Et surtout, étant donné la destruction de toute forme de hiérarchie traditionnelle dans notre société. On fait face à ça, effectivement. L'Institut Iliade s'est fixé comme... objectif de remettre un petit peu de verticalité, de permanence. Le but ultime de l'Institut Iliade, c'est dans les soubresauts que nous connaissons, c'est rester ce que nous sommes. Voilà.
que dans notre culture, mais aussi dans notre germaine, dans ce qui fait que nous sommes des Français, des Européens, des Bretons, des Bourguignons, ça soit maintenu. C'est maintenir dans les soubresauts que nous connaissons actuellement. Donc ça passe par de la verticalité, ça passe par les humanités qui ont largement été abandonnées par l'école. Les humanités, c'est ce que nous faisons dans nos formations Iliade. C'est une plongée dans l'héritage de la civilisation européenne, donc depuis la Grèce antique jusqu'à la géopolitique, jusqu'aux grandes idées non conformes que les philosophes nous ont léguées. Tout ce qui fait une culture générale qui, à mon avis, c'est un bon pari que fait l'Institut Iliade, fera la différence plus tard, avec l'intelligence artificielle, avec le revenu universel, avec le déclin anthropologique, les gens qui s'abaissent, qui se transforment physiquement à la baisse. Tous ceux qui continueront à avoir une forme de colonne vertébrale physique et intellectuelle, ils pourront faire la différence. C'est tout le principe de l'aristocratie, donc c'est un grand mot de s'en réclamer, mais c'est celui d'essayer d'avoir une hauteur de vue, une certaine verticalité et sortir de soi, finalement, sortir de son petit besoin personnel, de sa petite liberté de consommateur pour imaginer le destin que l'on peut proposer collectivement à notre peuple et sur sa terre. Alors on parle beaucoup de liberté depuis le début de cet entretien, mais nous sommes globalement dans une société très liberticide. Et d'ailleurs, un certain nombre d'intervenants de ce colloque en ont été victimes. Je pense à Jean-Hugues Gana, je pense à Martine Sellner, à Pierre Larty, Laurent Oberton aussi, dans une certaine mesure. L'Institut Iliade elle-même d'ailleurs, plusieurs revers bancaires, des interdictions de tenue de conférences, donc c'est le délit de pensée maintenant. N'y a-t-il pas néanmoins un piège possible à faire de la persécution subie une certaine forme de titre de noblesse, pensez-vous ? Alors tout à fait. Ce qui doit présider, c'est l'honneur. C'est ce qui nous a été légué par nos ancêtres, c'est le code d'honneur, c'est ce qui a disparu justement dans notre société. On doit penser droit, on doit penser fort, et au contraire, là on est aujourd'hui dans la société de la victimisation, de la faiblesse, chacun veut son petit drapeau pour sa petite minorité. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un peuple, et surtout un peuple qui tienne droit. Donc non, là-dessus c'est une grave dérive. Ceci dit, il faut tout simplement partir des faits, et regarder dans tous les domaines qui sont la débancarisation, qui sont les sleeping giants qui empêchent les médias alternatifs de pouvoir s'exprimer, qui sont l'embastillement qu'on peut voir de gaves de militants, de causes tout à fait nobles, de causes identitaires, etc. De garde à vue, etc. De paroles qu'on n'a pas le droit ou de mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Effectivement, tout ça fait une espèce de prison mentale et physique et concrète pour nos libertés, pour le peuple historique, c'est-à-dire pour nous, les autochtones, les indigènes de France et d'Europe. Nous n'avons plus le droit de nous exprimer, de nous déplacer. Et donc ça doit être méthodiquement renseigné pour montrer tous les coins sur lesquels il faut appuyer pour mettre à bas ce système. Mais effectivement, il ne faut pas s'en gargariser, il ne faut pas se gargariser d'être une victime. Il y a toujours pire que soi, et ce qui inspire les gens, c'est la hauteur de vue, c'est le fait d'être fort dans l'adversité. Voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans l'intervention de Laurent Oberton, qui va faire une sorte de comparaison des mentalités avec l'homme médiéval. Il nous invite à retrouver cette pensée médiévale. Avec, vous disiez, on perd des libertés. On en a gagné aussi quelques-unes. On en a gagné, on en a perdu. Je vais vous en donner une qu'on a perdue. C'est celle, par exemple, moi, en tant que père de famille, de tout simplement et tout naturellement défendre ma famille et mon foyer, qui était une liberté au Moyen-Âge que je n'ai plus aujourd'hui. Je n'ai plus le droit de me défendre, je vais tout de suite être embastillé. Il y a des tribunaux qui vont me courir après en disant que ma défense n'était pas proportionnée ou toute une série d'arguments fallacieux. C'est une liberté qui a disparu. J'ai d'autres libertés qui sont nées, donc tout n'était pas mieux avant, tout n'est pas noir et blanc. Au contraire,
le colloque de l'Institut Iliade est l'occasion d'essayer de prendre la température de la réalité de nos libertés. Oui, justement, j'allais vous poser cette question de est-ce que c'était mieux avant Et on aura compris, l'Iliade est attachée à une certaine forme de tradition, à la longue mémoire européenne. Toujours est-il qu'effectivement, cette modernité, elle pose question aujourd'hui. La tradition, c'est pas un musée, c'est pas quelque chose de passé. D'ailleurs, c'est une erreur que beaucoup font. Il y en a qui font l'erreur de se victimiser, et il y en a qui font l'erreur de penser que parce qu'ils ont eu un passé glorieux, ça leur suffit pour avancer dans la vie. Au contraire, c'est tout le contraire. C'est parce que nous avons eu un passé glorieux qu'il faut s'en montrer digne. Et donc, on est des nains par rapport aux géants qui nous ont précédés. Donc, la tradition, c'est ce qui ne passe pas. C'est ce que disait Dominique Vénère. Et donc, dans la modernité, dans ces affres, il y a des endroits, on peut gratter finalement le vernis de la modernité et se ressourcer à des choses qui sont de tout temps et qui sont en nous. Et c'est ce souffle-là, ce souffle de la tradition qu'on doit retrouver, mais c'est un élan, c'est une dynamique. Il ne s'agit pas de mimer le passé, ça n'aurait absolument aucun sens. Il faut au contraire utiliser les nouveaux outils, les nouveaux moyens de puissance, mais avec ce souffle et finalement cet esprit, cette spiritualité qu'on doit avoir en nous pour se projeter dans le futur. Pour continuer à avancer dans l'histoire, on l'aura compris, et continuer d'être des Européens droits et fiers. Merci beaucoup Romain Petitjean pour cet entretien passionnant sur le colloque de l'Institut Iliade. On espère vous y voir nombreux, chers téléspectateurs. D'ici là, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air pour propulser cette vidéo dans l'algorithme. Et puis, pourquoi pas, écoutez, n'hésitez pas à l'envoyer à l'ami avec qui vous voudriez vous rendre à ce colloque ou à la partager à quelqu'un qui a besoin de découvrir des journées comme celle-ci, celles qui vous attendent. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très vite sur TV Liberté.